Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, au cœur de l'été, et avec nos invités, nous réfléchissons à la question « De quoi manger est-il et sera-t-il le nom ?» Nous sommes cet après-midi en compagnie d'Idriss Aberkane, passionné de neurosciences, de mathématiques, d'informatique, de biologie, de philosophie et de géopolitique. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, 3 doctorats, monté 3 entreprises, vous enseignez à Centrale Supélec, vous donnez des conférences à travers le monde entier, vous écrivez. Alors, puisqu'ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de se nourrir, je vais aborder le sujet par la métaphore. Est-ce que votre soif de connaissance est liée à votre appétit de vivre ? Alors, tout à fait. Pour moi, la connaissance est une nourriture. Le 21e siècle a cette caractéristique qu'il devient un siècle de l'immatériel. Vous savez, notre cerveau est très conditionné à voir la dimension matérielle des choses. Le monde matériel est beaucoup plus facile à voir pour notre cerveau parce que c'est le monde que l'on peut manger ou qui peut nous manger. Et c'est pour ça que le monde immatériel demande un effort à notre cerveau. L'art abstrait est plus difficile à regarder que l'art figuratif. Eh bien, la connaissance, c'est vraiment la même chose. C'est une nourriture pour notre cerveau et plus on lui donnera un goût, plus on lui donnera une saveur, plus on fera progresser l'humanité. Jacques Attali ? Oui, Idriss, nous allons parler tous les trois aujourd'hui surtout de l'avenir. C'est normal avec quelqu'un de 30 ans et qui réfléchit sur le long terme. On va essayer de voir les solutions à tous les problèmes qu'on a évoqués dans d'autres émissions et essayer d'être positif. Mais d'abord, essayons de comprendre aussi comment vous voyez-vous, et vous venez d'évoquer rapidement, la fonction de l'alimentation dans la condition humaine. Autrement dit, l'homme est né comme tout animal en ayant besoin de se nourrir, puis il y a échappé. Mais est-ce que l'homme n'est pas aujourd'hui conditionné par sa nourriture ? Et comment voyez-vous cette aliénation au manger que nous subissons aujourd'hui, avant de voir tout à l'heure quelles sont les façons d'y échapper ? Idriss Aberkane. Même si on essaie d'avoir une position un peu même spirituelle face à la nourriture, le rapport de l'homme à sa nourriture, c'est le rapport de l'homme à sa planète. Dans les textes abrahamiques, l'homme est fait d'argile, de l'argile même de la terre. Le rapport à la terre et le rapport à la nourriture, c'est lié, quoi. Et plus on aura un rapport à la nourriture sain, constructif, efficace, plus on aura un rapport à notre vaisseau spatial, à cette planète Terre sain et constructif. Donc, la façon dont nous voyons nos récoltes, dont nous les envisageons, dont nous utilisons la terre, aussi bien en quantité qu'en qualité, et pour moi, je la vois comme un test. C'est un test de maturité. Alors, on a une humanité qui n'est pas encore totalement mûre, qui mûrit. Je suis contre cette idée d'un âge d'or parfait. Je ne pense pas que dans le passé, les choses allaient mieux et qu'on a raté un âge d'or. Je pense que dans l'ensemble, l'humanité continue d'apprendre et qu'elle continuera. Et que justement, le grand test du 21e siècle, c'est la nourriture. C'est la nourriture d'abord, comment on la partage, comment on la produit, comment on la consomme. Pourquoi aussi on la consomme ? Par quels moyens ? Et aujourd'hui, vous savez qu'on a cet engouement pour les exoplanètes, par exemple. Et cet engouement pour les exoplanètes, certains le voient comme un pessimisme, c'est-à-dire, bon, notre Terre, ça y est, on l'a tellement détruite, on l'a tellement ruinée qu'il va falloir partir. Alors qu'en fait, je pense qu'au contraire, cet engouement pour les exoplanètes nous amène à reconsidérer cette oasis, la seule oasis de vie, comme dit Pierre Rabhi, dans ce désert intersidéral, et comment nous allons cultiver et mettre en valeur cette oasis, le rendre encore plus beau, sans le détruire, et en tirant encore plus de subsistance. Mais il vous arrive de dire que nous sommes aussi aliénés par la nourriture, et que la nourriture est une forme d'esclavage, sans aller jusqu'à la forme la plus caricaturale qui sont les drogues, qui sont après tout une nourriture pas tout à fait comme les autres, mais une nourriture. Le sucre, qui est une nourriture pas tout à fait comme les autres, mais qui est une aliénation. On peut même aller jusqu'à penser que la nourriture est constituée de telle façon, par en particulier les groupes industriels, à nous conditionner à en vouloir. Donc c'est l'offre qui crée la demande. Alors ça me semble tout à fait vrai, Jacques Attali, parce que une grande question par exemple, c'est avons-nous domestiqué la nourriture ou bien nous a-t-elle domestiqué elle ? Est-ce que le sucre a fini par nous domestiquer nous, quoi ? Sommes-nous devenus le bétail du sucre ? Effectivement, d'un point de vue neuroscientifique, et même d'un point de vue psychologique, on considère que l'être humain, il a 2 moi.
que Platon représentait comme les deux chevaux d'un char, le cheval blanc, le cheval noir, et que les soufis présentent comme le moi qui commande et le moi véritable. Alors le moi qui commande, c'est celui qui dit donne-moi ce que je veux, et le moi véritable, c'est celui qui dit donne-moi ce dont j'ai besoin. Et le rapport à la nourriture, il est exactement là. Bon, c'est le même pour le rapport à la richesse d'ailleurs, mais dans la nourriture, le problème, il est là. De quoi avons-nous besoin et que voulons-nous? Et souvent, l'homme ne veut pas ce dont il a besoin. Et en neurosciences, il y a une petite expérience très, très connue là-dessus, c'est le rapport des singes capucins aux chamallows. Les singes capucins adorent les chamallows. Alors le singe capucin, c'est ces petits singes que les pirates aimaient bien avoir sur l'épaule, et qui sont en fait une sorte d'égo humain sur pattes, quoi. Ils ont tous les défauts qu'un humain peut avoir quand il est ivre ou quand c'est le printemps, dirons-nous. Et ces singes capucins, ils peuvent se gaver de chamallows, se faire vomir et en redemander derrière. Et alors heureusement, dans la nature, les chamallows poussent pas sur les arbres. Donc du coup, ces singes capucins sont limités par leur écosystème qui les empêche de commettre des excès et de se tuer eux-mêmes par leur propre désir. Et l'humain, pour l'humain, les chamallows poussent sur les arbres. Alors heureusement, l'humain a un cerveau un peu plus avancé que celui du singe capucin, notamment avec un lobe frontal très développé qui lui permet de peser le pour ou le contre et d'essayer d'aller au-delà de son moi qui commande. Mais c'est vrai que le marketing alimentaire depuis, je dirais au moins 60 ans, cible le moi qui commande. Ouais, c'est vrai que le marketing alimentaire, et dans les pays émergents, on le voit bien, où ce qu'on appelle la malbouffe ici a tendance à être considéré comme un repas d'assez bonne qualité. Là, je rentre d'Ukraine, par exemple, et vous n'imaginez pas le succès des fast-food, en fait, qui sont considérés même comment dire, on peut emmener sa copine à la Saint-Valentin à un fast-food. C'est considéré comme plutôt du haut de gamme. Eh bien, ce marketing alimentaire-là, ouais, il faut qu'il ait vécu. Il faut en tourner la page parce que c'est pas en jouant sur le moi qui commande qu'on va améliorer notre nourriture, notre santé et puis notre humanité, quoi. Alors qu'est-ce que vous imaginez comme alternative? On voit aujourd'hui que les humains, dans les pays qui ont fait leur transition industrielle, sont plus seulement sur la quantité, quand ils achètent de la nourriture. On commence à voir un succès qui se dément pas année après année, du commerce équitable, il y en a qui sont bien sûr que des étiquettes, mais si on regarde la tendance générale, si on prend du recul sur le tableau, sans regarder point par point, parce que c'est vraiment comme un tableau impressionniste, on voit une tendance générale qui est quand même très optimiste, où le consommateur aujourd'hui essaie d'être un consumateur. Et la consumaction est quelque chose qui est là pour rester, c'est pas une mode. De plus en plus de gens aiment faire savoir qu'ils ont, à tort ou à raison, eu un impact sur les producteurs, qu'ils ont eu un impact sur l'environnement, sur la terre, qui produit le bien qu'ils ont consommé. Et c'est une tradition qu'on a bien en France, puisque la culture de la vigne, typiquement, avait cette identité-là. La vigne était une culture qui, bien sûr, ne vient pas de France. Les premières vignes viennent de Géorgie, je crois. Était une culture qui devait, comme disait Pierre Rabhi, être le thérapeute de la terre. On soignait la terre en mangeant, au lieu de l'épuiser. Et ça, c'est pour moi l'avenir vers lequel on est un peu obligé de s'acheminer pour l'instant. Ça paraît angélique, et bon, j'espère que je serai contredit dans cette émission, mais si je regarde juste la tendance générale, je pense qu'un avenir où le consommateur est consumateur, qu'il souhaite délibérément avoir un impact sur son sol par sa consommation, et je parle de consommation là de biens, pas de services, de consommation de biens comestibles. Je pense que cette tendance est là pour durer et qu'elle va pénétrer la plupart des couches sociales. Alors, avant de continuer, Idriss Abrikhan, sur ces dimensions positives, ces solutions diverses qui apparaissent un peu partout, il faut peut-être s'interroger sur la transition. Aujourd'hui, des milliards de gens, comme vous l'avez dit, consomment du sucre, des produits de mauvaise qualité, à la fois parce que économiquement ils peuvent pas faire autrement, ou parce que ça fonctionne comme une drogue de toute nature. Comment est-ce que vous envisagez, comment est-ce que les neurosciences, comment est-ce que vous, avec toutes les différents domaines sur lesquels vous réfléchissez, envisagez le processus de la désintoxication à l'égard de l'alimentation industrielle et suicidaire dans laquelle l'humanité est entrée? Alors, désintoxication est vraiment le terme juste. Si on prend le cas du sucre, on sait qu'effectivement le sucre tue plus que la cigarette. Même la maladie d'Alzheimer, d'après une théorie qui a été développée à l'INSERM, serait un diabète de type 3. Très intéressant, c'est-à-dire que, pour caricaturer un peu, mais avec un fond de vérité très solide, la maladie d'Alzheimer pourrait être l'équivalent du pied du diabétique pour le cerveau.
Voilà. Je caricature un peu cette théorie, mais elle est en tout cas très solide si le sujet vous intéresse. Cherchez diabète de type 3 et comment la maladie d'Alzheimer pourrait avoir comme précurseur une surconsommation de sucre au même titre que le diabète de type 2. Donc oui, le sucre, c'est vraiment un cas d'école parce que c'est addictif, etc. Et en neurosciences aussi bien que en psychologie, en psychiatrie, on sait que pour remplacer une addiction, il faut la chasser par quelque chose de constructif. Que la meilleure façon, par exemple, de désintoxiquer un alcoolique, c'est de lui trouver une activité à laquelle il consacrera sa passion davantage qu'à l'alcool. Il en va de même pour le sucre. Le sucre, il faut le voir un peu comme un alcool que les jeunes ont le droit de consommer, en fait. Parce que d'un point de vue santé publique, c'est exactement ça. C'est un alcool que les jeunes ont le droit de consommer. Et parce que il n'a pas les mêmes effets sur le cerveau que l'alcool, mais ce qui fait qu'on laisse les jeunes en prendre. Mais sur le long terme, le sucrisme est aussi dangereux que l'alcoolisme. Donc il faut l'attaquer de la même manière, c'est-à-dire lui trouver des substituts. On a aujourd'hui de plus en plus d'alternatives possibles au sucre pour avoir un effet édulcorant, ce qui est déjà pas mal. On voit aujourd'hui donc l'agave arriver dans les commerces, le xylitol qui est extrait de l'écorce du bouleau. Et puis, en fait, même dans les tendances de consommation, il y a eu une sorte de pression du voisinage, de pression des pairs. C'est-à-dire que quelqu'un qui met 3 morceaux de sucre, 4 morceaux de sucre dans son café, se prend des regards en biais à la terrasse d'un bistrot, s'il le fait, alors qu'avant c'était considéré comme tout à fait normal. Le cas du sucre, pour conclure, je pense que c'est juste une question de mentalité, de culture d'usage. Au Maghreb, par exemple, on continue à en consommer énormément parce que c'était un signe extérieur de richesse. Avoir beaucoup de sucre à offrir était le signe qu'on honorait son invité, était le signe qu'on avait les moyens, puisqu'après tout, à une époque, le sucre valait beaucoup plus cher que le marbre, même si cette époque est révolue depuis longtemps. Les usages ont persisté. Je crois que culturellement, on voit la tendance aujourd'hui dans les pays qui ont terminé leur transition industrielle se faire naturellement dans cette espèce de pénalisation psychologique, quoi. Sortir trop de sucre, c'est mal vu. On le voit avec Coca-Cola qui a lancé sa gamme zéro et qui continue à prendre des parts de marché avec cette gamme-là, même si c'est loin d'être parfait. On voit quand même une responsabilisation de la consommation de sucre qui, à mon avis, est spontanée pour le moment. Si on devait faire des plans de santé publique, là, je pense que j'ai pas suffisamment réfléchi à la question pour émettre des idées intéressantes. Mais on pourrait clairement y réfléchir. Ouais. Comment faire des campagnes de sensibilisation en santé publique pour passer par l'éducation. Il faudrait déjà trouver un mot, je pense. Comme il y a alcoolisme, il faudrait trouver un mot pour le sucrisme. Le sucrisme, c'est peut-être un peu barbare comme néologisme, mais il faudrait bien comprendre que le sucre, c'est un alcool que les jeunes ont le droit de consommer. Oui, c'est une très belle formule. Je pense qu'elle est juste. Le sucre est dangereux et ce n'est pas assez dit de façon générale. Vous avez parlé d'un substitut. Est-ce qu'on peut imaginer des substituts? Tout à l'heure, vous avez fait une distinction très juste entre la nourriture matérielle, la nourriture de l'esprit. La musique étant d'ailleurs une des nourritures de l'esprit qui est la plus facile, plus générale, accessible. Est-ce qu'on peut imaginer une nourriture matérielle qui soit un substitut au sucre? En fait, on en a d'un point de vue strictement neuroscientifique. Le sucre, donc, c'est du saccharose, c'est une molécule de fructose et une molécule de glucose qui sont collées ensemble. Et il faut, pour avoir le sentiment sucré, il faut que cette molécule s'associe à un récepteur sur la langue. Alors, d'un point de vue calorique, c'est assez mal fait dans le sens où c'est une molécule qui contient 2 sucres. Il y a 2 unités de sucre dans le saccharose et ces 2 unités de sucre ne nous donnent qu'une seule sensation de sucre. C'est-à-dire que pour avoir la sensation, il faut qu'un récepteur soit touché, mais le saccharose, c'est 2 unités de sucre qui touchent un seul récepteur. Donc si jamais on a déjà une unité de sucre qui touche un seul récepteur, on a 2 fois moins de calories et la même sensation sucrée. C'est ce que peut procurer le fructose, par exemple. Le fructose pur, c'est une seule unité de sucre et qui touche directement un récepteur. Donc on réduit par 2, on divise par 2 le nombre de calories à sensation sucrée égale. C'est comme ça que les édulcorants fonctionnent, bien sûr. Donc anciennement l'aspartame qui est critiqué aujourd'hui, la césulfame K, le xylitol qui a un très bel avenir, les édulcorants présents dans le sirop d'agave, je connais pas leur nom, mais on peut, à sensation égale, sans avoir fait de biochimie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir la même sensation sucrée et parfois même le même goût. Le xylitol, ça n'a pas le même goût que le sucre, mais le fructose, c'est indiscernable du goût du sucre. Vous mettez une cuillerée de fructose dans la bouche de quelqu'un versus une cuillerée de saccharose, il fera pas la différence. On peut réduire le nombre de calories à sensation égale. Et ça, c'est faisable tout de suite. Et on pourrait le faire de plein de manières différentes dans tout ce qui est confirmez que ne pas manger le sucre du tout
n'est pas mauvais pour la santé. Alors, de ne pas manger de sucre rapide du tout n'est pas mauvais pour la santé. Donc il faut bien faire cette distinction entre sucre rapide et entre sucre amidon et évidemment, si on mange pas d'amidon ou de polymères, de polysaccharose, enfin de polymères du glucose par exemple, donc l'amidon en est un, évidemment là c'est dangereux. Mais ne pas manger de sucre raffiné ne pose aucun problème. Par contre, ce qu'il faut observer, c'est cette espèce de tension. On sait que les populations urbaines sont frustrées, en général, de toutes sortes, de toute manière. Vivre en ville, c'est vivre une expérience de frustration. Le trafic nous frustre, les déplacements, les transports en commun, la publicité, le marketing est basé sur une frustration. C'est-à-dire, la plupart des produits vont associer le sexe à leur image et donc une frustration, puisque l'idée, quand on associe une image à un produit, c'est de faire en sorte que le cerveau ait l'impression d'acquérir cette image quand il acquiert le produit. Et ça crée une sorte de tromperie permanente où on frustre le cerveau. Et face à cette frustration, le cerveau est beaucoup plus sensible aux addictions. Et le sucre est une réponse. Mais il serait très intéressant de se poser la question que si on supprimait, par exemple, je sais pas, les viennoiseries, les choses comme ça, ce qu'on appelle les douceurs pour compenser, dans une ville, qu'est-ce qui se passerait, en fait? Vers quoi les gens se tourneraient à la place? Le sucre étant un substitut de la solitude, est-ce que la suppression du sucre serait facteur de violence? Je me pose la question. J'ai pas de données expérimentales là-dessus, mais si on s'amusait à prendre des rats en cage ou des singes capucins, par exemple, en cage, et à voir ce qui se passerait si dans un environnement où ils sont censés coopérer, disons qu'on je propose comme ça le brouillon d'une expérience, on prend des singes capucins, on les met dans un environnement où il faut coopérer, mais on leur met du sucre, et puis d'un coup on leur enlève le sucre. Je parierais que la coopération diminuerait. Ouais. Il faudrait peut-être leur expliquer d'abord qu'on fait ça pour leur bien. C'est vrai. Le nombre de dictatures. Pas les rats, mais les Parisiens ou les Franciliens ou ceux à qui ont supprimé le sucre. Aux États-Unis, ils ont supprimé les sodas super ça, vous savez, les sodas là qui faisaient un litre. Vous pouviez commander, je sais pas, je connais pas les chiffres, mais c'était un soda d'1 litre quasiment. Voilà. Puis full sucre, hein, donc il y avait les calories d'une journée quasiment dans le machin. Ça a été interdit. Bon, alors, ça a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, puisqu'il y a tout le côté, vous marchez sur ma liberté fondamentale de prendre un soda d'1,5 litre. Mais ça a déjà été fait, ouais. Et on voit souvent que l'interdiction stricte a tendance à braquer les gens, mais ça veut pas dire qu'il faut... Là, on parle du sucre, mais on ne parle pas d'autres poisons sur lesquels on pourrait revenir, en particulier toutes les drogues proprement dites, qu'il ne faut pas non plus dévaloriser. C'est pas parce que le sucre est aujourd'hui le sujet de notre conversation qu'il ne faut pas parler ni du tabac, ni de l'héroïne, ni de la cocaïne, ni du cannabis. Est-ce que vous voyez d'autres addictions qui modifie la flore intestinale d'une façon addictive? Alors c'est vrai qu'on a vu en fait des cas où, pour simplifier, les bactéries intestinales nous téléguident, quoi. Les bactéries peuvent nous donner envie de manger telle ou telle nourriture, notamment certaines graisses, mais notamment le sucre aussi. Les bactéries peuvent avoir un impact sur notre comportement. Parce que la flore intestinale, c'est une jungle avec des bactéries qui peuvent dominer, qui peuvent être dominantes ou dominées selon les populations. Et quand une population de bactéries prend le dessus, par exemple, elle peut demander à ce que notre corps prenne encore plus de ce qui lui permet de prendre le dessus. Par exemple du sucre ou par exemple des graisses qui sont pas forcément dans notre intérêt. Donc c'est assez marrant de voir comment des bactéries peuvent, pareil, nous domestiquer en un sens, agir sur notre comportement pour voir tomber cette espèce de manne intestinale de graisse et de sucre qui n'est pas dans notre intérêt mais qui est dans l'intérêt de nos bactéries. Cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis?
Toronto, Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital Dantec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attends, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Sénégal Fast Food, c'était Amadou, Mariam et Manu Chao. Jacques Attali, nous recevons aujourd'hui Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, nous avons parlé de différentes dimensions des relations entre l'addiction et la nourriture. Avant de venir aux solutions positives de tout ça, un dernier point sur la dimension neuroscientifique des rapports entre la nourriture et le corps et l'esprit. Comment gérer le problème de la satiété ? C'est-à-dire le temps que met la nourriture pour parvenir au cerveau et nous indiquer qu'on peut arrêter de continuer à consommer. Alors là aussi, une très très bonne question, parce que la satiété, c'est vraiment un moyen d'orienter le comportement d'une personne qui a une addiction alimentaire, quelle qu'elle soit. Et c'est un sujet d'étude à part entière. Je sais qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des aliments à calories négatives. Je crois que le céleri en fait partie sous certaines présentations. Des aliments dont la digestion consomme plus de calories qu'elle n'en rapporte, et des aliments qui provoquent un effet de satiété relativement rapide. Les récepteurs de la satiété, comme beaucoup de gens le savent, sont assez lents. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de manger lentement. Ça aussi, évidemment, c'est en contradiction avec la tendance du fast-food, qui elle-même n'est pas tellement responsable, puisque la tendance du fast-food, elle répond à un besoin, qui est un besoin d'employés de bureau, de pouvoir manger en 20 minutes. Il est clair que manger en 20 minutes n'est pas efficace pour avoir un sentiment de satiété, et donc a tendance à augmenter notre prise calorique par repas. Aujourd'hui, il y a des aliments conçus pour donner un sentiment de satiété rapidement, efficacement. Je pense notamment au konjac, qui est très présent au Japon et en Asie. On fait des pâtes avec. C'est un légume. Alors le konjac, je sais plus, je crois que ça vient d'une fleur. C'est effectivement végétal, c'est d'origine végétale, mais d'où vient exactement la partie qu'on mange, ça je ne saurais pas le dire. Mais c'est effectivement très très faible en calories, et ça se, comment dire, comme une éponge, ça gonfle. Il y a un côté expansif dans l'estomac qui va créer un sentiment de satiété. J'en ai goûté, c'est pas du tout mauvais, et je pense que ça a de beaux jours devant lui. Voilà. Bon, ça nous amène à passer aux dimensions positives, c'est-à-dire à toutes les expériences, toutes les solutions qui peuvent apparaître, à la fois pour améliorer la qualité de ce qu'on mange, pour réduire l'empreinte carbone, et aussi d'ailleurs peut-être aussi pour faire en sorte que la capacité d'élimination du carbone soit augmentée justement par ce qu'on consomme, c'est-à-dire avoir un double effet sur l'équilibre écologique de la planète. Ouais, je pense que effectivement la meilleure façon de soigner la Terre, c'est d'essayer de résoudre plusieurs problèmes avec une seule solution. La nature d'ailleurs fait ça très souvent. Elle apporte souvent une solution à plusieurs problèmes en synergie. L'alimentation, c'est vraiment ça. Il est possible aujourd'hui, pour le dire clairement et simplement, il est possible de soigner à la fois la Terre et notre corps en même temps. On peut soigner notre corps et notre planète par notre agriculture. Il y a des aliments dont la culture a un impact extraordinaire sur la planète. Je pense notamment à la spiruline, qui a été étudiée avec la France comme un des leaders d'ailleurs dans la recherche sur ce domaine dès les années 60, même avant d'ailleurs, dès les années 40, mais la France était leader dans les années 60 sur les études sur la spiruline. La spiruline peut être utilisée pour séquestrer du carbone, même si c'est pas l'algue la plus performante. Elle a un avantage, c'est que sur le plan alimentaire, elle est extraordinaire. Alors, expliquez que la spiruline est une algue qu'on peut cultiver dans la mer et aussi hors de la mer. Tout à fait, ouais. La spiruline, en fait, ce sont des cyanobactéries, donc les premières bactéries, les premières algues, les ancêtres des algues, les ancêtres de toutes les plantes vertes d'ailleurs. Apparu il y a plus de 3 milliards d'années. C'est ça, apparu il y a plus de 3 milliards d'années, et à l'origine de l'oxygène sur Terre. Et cette spiruline, donc peut-être cultivée dans la mer, c'est vrai, peu de gens le savent. On commence à faire de la spiruline marine. Et au départ, je ne sais plus si c'est les Incas des peuples précolombiens la cultivaient et en faisaient des pains qu'ils stockaient, parce que les propriétés alimentaires de la spiruline sont extraordinaires, et les propriétés aussi qu'on appelle nutraceutiques.
c'est-à-dire une nutrition qui a des principes actifs et qui a un impact pharmaceutique observable, mesurable expérimentalement. On sait que la spiruline est anticancéreuse. Par exemple, des mâcheurs de tabac de Kerala en Inde, on a fait 2 cohortes, on a suivi des mâcheurs de tabac. Les uns, on leur donnait un verre d'eau sucrée tous les jours, donc un placebo, quoi. Et les autres, on leur donnait un verre de spiruline. Eh bien, les tumeurs précancéreuses dans la bouche de ces mâcheurs de tabac ont diminué significativement chez les mangeurs de spiruline. Donc, on est sur un aliment avec lequel on peut faire des pâtes, du pain, on peut la présenter de plein de manières différentes. Aujourd'hui, dans les boulangeries un peu chic, c'est de très bon genre de faire une baguette à la spiruline. Et les pâtes à la spiruline sont en progression constante. On fait aussi des smoothies avec. Donc, ce qu'il faut comprendre comme philosophie générale, parce que la spiruline est un cas parmi d'autres. On va en citer d'autres. Voilà, il y a la chlorelle, il y a plein d'autres algues, mais il y a aussi, bien sûr, des cultures agricoles plus classiques. C'est que il faut soigner la terre et l'homme en même temps. Et que, en fait, le résumé, c'est quoi? C'est que ce qu'on appelait l'économie verte, avant, parce qu'elle est dépassée aujourd'hui, cette économie, ce qu'on appelait l'économie verte, elle se résumait à tout ce qui est bon pour moi et tout ce qui est bon pour la planète est cher, et tout ce qui est mauvais pour moi et tout ce qui est mauvais pour la planète est pas cher. Et le problème, il est là. C'est ce qui fait pourquoi les pays émergents prennent de la malbouffe. Pourquoi en Inde, on mange plus facilement des burgers et des chips? Pourquoi au Brésil? Pourquoi en Chine? Parce que ce qui est mauvais pour nous et mauvais pour l'environnement n'est pas cher. Et ce qui est bon pour nous et bon pour l'environnement est cher. Donc on peut pas aller dire aux pays émergents prenez des choses chères, soyez gentils. Ils ne nous suivront pas là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est leur démontrer qu'il existe des solutions qui sont bonnes pour nous et bonnes pour l'environnement, qui sont intrinsèquement moins chères. Et ces solutions existent. Et qui sont locales. Et qui sont locales, bien sûr. Oui, absolument. C'est très important de le souligner. Ces solutions sont locales. Vous pouvez peut-être nous parler à ce moment-là, grâce à Barkhane, de l'expérience que vous menez en ce moment au Sénégal. Ah, merci beaucoup alors d'amener ça. Oui, je cultive au Sénégal du moringa, que les Sénégalais appellent le never die, parce que c'est donc une déformation de l'anglais never die, qui ne meurt jamais. Donc le moringa est un arbre sacré dans la tradition ayurvédique en Inde. Il a été introduit au Sénégal depuis assez longtemps. Je crois même, sans trop avancer, que ça daterait de l'époque de Louis XIV. Donc c'est quand même ancien et il a plein de propriétés, cet arbre. On utilise ses racines, on utilise ses feuilles. Ces feuilles peuvent être mangées directement. En fait, c'est une sorte de super épinard. Le moringa, c'est pas des épinards que Ségard, le créateur de Popeye, aurait dû mettre dans les mains de Popeye. C'est vraiment du moringa. Je crois que c'est 7 fois plus de fer que les épinards, qui eux-mêmes d'ailleurs n'étaient pas si riches que ça en fer. C'était une légende, l'histoire des épinards riches en fer. 7 fois plus riches en tout cas en fer que les épinards, plus riches en vitamine A que la carotte, plus riches en potassium que la banane, en vitamine C que les oranges, etc. Et c'est une plante qui était laissée à l'abandon, quoi. Elle entrait pas dans le régime alimentaire. Vous savez, comme disait Villon, je meurs de soif au pied de la fontaine. Mais il y a plein de situations comme ça où nous, on meurt de faim au pied de la solution. Par exemple, il y a le moringa au Sénégal, il y a la figue de Barbarie au Maghreb, que plein de pays n'exploitent pas. Alors que la figue de Barbarie, bien sûr, est comestible et son huile alimentaire, l'huile végétale de pépins de figue de Barbarie est l'huile la plus chère au monde. Donc il y a plein de situations où, sous nos yeux, on a la solution à des problèmes parfois géopolitiques. Il y avait la châtaigne. Ah, la châtaigne, tout à fait, qui revient, heureusement maintenant. En fait, ma théorie personnelle là-dessus, c'est que les pays qui mangent un peu de tout dans leur monde agricole sont des pays qui ont connu la famine en général. Quand vous avez connu la famine, vous mangez la queue de bœuf, vous mangez la langue de bœuf, vous mangez la cervelle, vous mangez les pattes de poule, j'ai vu ça aussi. Et bien sûr, la châtaigne, le pissenlit. Le pissenlit, c'est des salades très chic. On voit très peu de salades de pissenlit à Paris. Bon, il y a plein de trucs comme ça, effectivement. Le problème vient de l'uniformisation des goûts, qui fait que quand quelqu'un passe une commande, parce que pour manger, il faut passer commande, en fait, quelle que soit la situation, soit il faut aller au supermarché, il faut avoir une idée de ce qu'on va manger. Et le fait de devoir avoir une idée à l'avance de ce qu'on va manger fait que s'il n'y a pas une diversité intellectuelle dans le nombre d'idées de plats possibles, eh bien, il peut pas y avoir une diversité agricole non plus. Reprenons l'exemple du moringa. Comment imaginez-vous que le moringa renaisse, revive, tant au Sénégal ou en Afrique qu'en Europe? Alors, ce que j'aime avec le moringa, c'est qu'il illustre vraiment l'idée de soigner la terre et de soigner l'homme en même temps. Le moringa régénère les sols. Moi, je m'y suis intéressé parce qu'au départ, je plantais du riz au Sénégal. Et le riz, déjà, était utilisé pour aggrader, on parle aussi d'aggrader les sols, donc le contraire de dégrader.
aggrader des sols qui avaient été stressés par la canne à sucre. Parce que la canne à sucre est une des plantations les plus stressantes pour un sol. Et si on veut épuiser rapidement un sol, la canne à sucre, on en revient au sucre, la canne à sucre est une des façons les plus rapides d'épuiser un sol. Donc on avait commencé avec le riz. On s'est rendu compte que c'était très coûteux, que c'était, en plus l'agriculture n'est pas subventionnée au Sénégal pour les petits producteurs, donc c'était pas un modèle qui pouvait marcher. Et donc on s'est dit, regardons ce que faisaient les anciens peuples quand ils voulaient aggrader un sol, parce que les anciens peuples avaient quand même souvent des mythes qui les encourageaient à laisser aux générations suivantes une terre plus valable que quand ils l'ont trouvée. Donc ça incluait les canaux d'irrigation, planter certaines espèces, etc. Ou ce fameux vieux proverbe arabe qui disait que les obligations d'un homme doivent être de creuser un puits, de planter un arbre et d'avoir un enfant. Eh bien, ces vieilles notions qu'on trouve dans toutes les civilisations, qu'il faut laisser une terre à nos enfants supérieure à celle qu'on a trouvée, elles avaient encouragé notamment les agricultures pérennes. Pourquoi le moringa est intéressant ? Parce que c'est pas une plante annuelle, c'est un arbre qui va rester là tout le temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en Europe on s'est intéressé à la vigne. La vigne produisait du travail pour tout le monde pendant 9 mois par an. C'était pérenne. On laissait en héritage des vieilles vignes qui avaient encore plus de valeur que quand on les avait implantées. Pour le moringa, c'est pareil. Ce sont des arbres. Ce sont des arbres qui produisent une alimentation parce que les feuilles sont comestibles directement, sans aucune cuisson. On peut les manger comme ça. Et on peut utiliser d'autres parties du moringa d'ailleurs pour, assainir l'eau. Le moringa est utilisé pour assainir l'eau potable, parce qu'il chélate certains éléments qui peuvent nuire à la potabilité de l'eau. Donc voilà, c'est réenvisager l'agriculture. Chélate, c'est-à-dire qu'il... Ah oui, pardon, il précipite, si vous voulez, voilà, les petits précipités colorés qu'on faisait en cours de chimie. Et cette notion d'agriculture pérenne, elle est très intéressante, parce que les Indiens, si on vient à cette notion de l'agriculture du XXIe siècle, il y avait une légende indienne, je crois que c'était chez les peuples Cris, la légende des prairies domestiques. Et les prairies domestiques, c'était l'idée qu'on puisse domestiquer non pas une espèce, mais un écosystème entier. C'est-à-dire que le nouvel horizon de la domestication, vous voyez une prairie, il y a plein d'espèces, on voit plein de fleurs. C'est pas une monoculture, la prairie, c'est une société de plantes. D'ailleurs, on parle même aujourd'hui de phytosociologie, parce que les plantes communiquent entre elles, et à un niveau qu'on n'avait absolument pas soupçonné il y a 15 ans. Et cette phytosociologie qu'on trouve sur une prairie, eh bien, il serait possible de la domestiquer de sorte à avoir une unité de terrain qui produit plusieurs espèces vivrières échelonnées, étalonnées dans l'année, c'est-à-dire certains mois ça produit ça, certains autres mois ça produit ça. On aurait un patch de terre, une unité de terrain qui produirait 9 mois par an, sans travail mécanique des sols et sans intrants. Et sans pesticides, sans produits phytosanitaires. Et cette légende indienne, elle a été étudiée par un spécialiste en agronomie qui s'appelle Wes Jackson, qui l'a étudiée pendant 20 ans, et qui a amené la conclusion absolument sans ambiguïté que cette technologie est possible, et aujourd'hui l'agence spatiale japonaise l'étudie pour faire de l'agriculture dans l'espace. Donc on a des Indiens qui nous donnent des conseils sur des méthodes de production alimentaire en conditions difficiles. L'espace, on connaît rarement plus difficile comme condition de production. Tout ça nous montre que on peut cultiver sur Terre différemment en ayant une vision pérenne de l'agriculture. Avant de venir à d'autres solutions urbaines, regardons un autre domaine dont on n'a pas parlé, ou à peine évoqué, c'est la mer. Les poissons, la nourriture maritime, qui aujourd'hui est une nourriture qui bascule, puisqu'on est à une année près où l'aquaculture va dépasser la pêche, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le domaine de l'artefact, avec tout ce qu'on sait sur le fait qu'un tiers des poissons contiennent des déchets plastiques aujourd'hui. Comment vous imaginez l'avenir et la place de la mer dans la consommation alimentaire? Idriss Aberkane. Ouais, là aussi vraiment une question très à propos, parce que il faut cultiver la mer. Et il faut surtout pas reproduire les erreurs qu'on a faites sur Terre dans la mer. Quand on cultivera la mer, il faudra la cultiver pas en calquant directement les méthodes d'agriculture terrestre sur la mer. Mais notre rapport à la mer aujourd'hui, c'est un rapport de chasseur-cueilleur. C'est dingue, hein, on est au XXIe siècle. Et on a encore une attitude de chasseur-cueilleur vis-à-vis de la mer. On a encore une attitude du néolithique, du paléolithique, excusez-moi, même pas du néolithique, du paléolithique, de l'âge de pierre profond, avec la mer. C'est-à-dire qu'on prend l'immense majorité des pêcheurs, et même des États, ne savent même pas où les poissons se reproduisent. Quand vous demandez, pour les stocks les plus importants, si, mais il y a une ignorance de où un poisson, une ressource halieutique se reproduit.
Vous demandez à la plupart des gens, ils savent absolument pas. Pourtant, il suffirait de sanctuariser quelques zones des océans pour voir les ressources halieutiques se renouveler même dans les situations de stress actuelles. En fait, ce qui fait qu'on stresse les océans aujourd'hui, c'est qu'on a une attitude de chasseur-cueilleur, mais qu'on est 7 milliards sur Terre. Et les chasseurs-cueilleurs, ça allait. À l'époque où on était 100 000 sur Terre, c'était jouable. Mais aujourd'hui, on est 7 milliards et on a la même attitude. Il faut bien sûr renouveler nos stocks, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a une marge de manœuvre gigantesque sur les océans, parce qu'on ne les cultive pas. On pourrait créer des récifs artificiels. On voit déjà les Japonais qui commencent à couler des épaves et qui commencent même à couler des récifs qui ont été préconstruits. C'est plus seulement des bateaux, c'est des récifs préconstruits qu'ils vont couler pour pouvoir faire de la thalassoculture. On a plein d'exemples comme ça qui sont pas encore employés. On peut cultiver des algues. Les Coréens cultivent des algues dans leurs eaux territoriales pour faire du biofuel, mais aussi pour faire des algues alimentaires. Il y avait des cultures de haricots de mer en Irlande et dans tout ce qu'on appelle, dans le golfe de Gascogne, donc tout autour de, je crois que ce que les Américains appellent la mer Celtique ou l'océan Celtique. Et c'est vrai que la culture celte littorale utilisait beaucoup ces cultures-là. Donc on a, là où il faut être optimiste, c'est qu'on a une marge de progression gigantesque pour cultiver la mer, les alginates, etc., les algues, voilà, en général, les poissons aussi, les crustacés. Il faut que nous arrêtions d'être des chasseurs-cueilleurs. On peut pas être un chasseur-cueilleur avec un bateau de pêche usine géant. Aujourd'hui, il faut renouveler les stocks. Il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Il faut voir la prolificité, par exemple, des poissons. Quand les poissons ont un essaim ou des alevins, c'est en très grande quantité. La nature ensuite va prélever ces alevins, mais si nous les élevons, nous pouvons avoir d'énormes rendements sans polluer les océans. Donc effectivement, il faut changer notre attitude et tout est possible. Toutes les solutions sont sous nos yeux et mieux que ça, elles vont créer des tonnes d'emplois. Dans les pays européens, les emplois créables dans cette filière sont gigantesques. Selon vous, par qui ça va passer toutes ces innovations ? Qu'est-ce qui doit lancer des innovations en matière de agricole ? Parce qu'on parle des petits producteurs qui doivent expérimenter de nouvelles manières de travailler, de produire, du consommateur qui doit être un acteur. Mais comment est-ce que l'information, comment est-ce que la connaissance arrive jusqu'aux petits producteurs ? Alors, vous avez, ça aussi c'est une très bonne question. Il faut tout croiser. Voilà. La connaissance, elle pénètre beaucoup mieux une population quand elle est multicanale. C'est-à-dire qu'on passe par les enfants, on passe par les parents, on passe par la radio, la télé, Internet, ce que vous voulez, l'État, mais aussi bien sûr la société civile, qui est la vraie puissance aujourd'hui sur Terre. Eh bien, je vais vous citer un exemple que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui du conchiliculteur et ostréiculteur Florent Tarborièche. Il est dans l'étang de Thau, et ce monsieur, qui est tout à fait brillant, a inventé, et breveté même, donc Cocorico, un brevet déposé en France, une méthode pour cultiver des huîtres d'excellente qualité dans l'étang de Thau, à côté de Sète, où il n'y a pas de marée. Alors, normalement, les huîtres, pour qu'elles aient une bonne qualité, il faut qu'elles soient stressées par des marées. Il faut qu'elles aient des périodes immergées et des périodes émergées. Lui, il n'avait pas ça. Alors, il a mis des panneaux solaires sur ses cordes, je ne sais pas que c'est sur cordes, sur ces huîtres, et les panneaux solaires les exondent, comme on dit, les sortent de l'eau régulièrement, donc c'est un peu du bodybuilding pour huîtres, quoi. Ça force l'huître à se muscler pour bien être étanche, ça la force à prendre un volume plus grand aussi, ça va donner un petit goût de noisette à sa chair parce qu'elle est riche en glycogène. Et donc et en plus, possibilité éventuelle d'avoir des huîtres perlières dans la région, je ne vous en dis pas plus, c'est semi-confidentiel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui ce monsieur, il est consulté au Japon, il est consulté en Louisiane, il est consulté à San Francisco, parce qu'il a décidé d'irriguer son territoire de connaissances. Et en fait, tout le sujet est là. Il faut irriguer la terre et la mer de notre savoir. Et si nous irriguons la terre et la mer de notre savoir, nous allons augmenter nos rendements, nous allons protéger la planète, nous allons augmenter nos emplois, nous allons augmenter le bien-être de ceux qui exerceront l'emploi. Et pour irriguer de la connaissance, vaste programme. Je sais que par exemple, pour ne parler que de lui, par exemple, comment est-ce qu'il a fait ? Quelle relais a-t-il choisi ? Alors lui, c'est spontané. Il a médité, quoi. D'ailleurs, son exploitation s'appelle Médito, parce que c'est l'étang de Thau. Et il a médité et il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux bien faire ? Parce que il faisait essentiellement des moules au volume. Et il était ravi de le faire, mais il avait envie de faire autre chose en plus.
Et il s'est dit, bon, moi, je peux pas faire des huîtres qui soient de bonne qualité parce que j'ai pas de marée. Voyons les solutions plutôt que le problème. De la même façon que les Aztèques à Teotihuacan avaient des canaux d'irrigation complètement dingues. Vous savez, c'était la Venise de l'Amérique, cette cité que Cortés a détruit. Eh bien, il y a des solutions, en fait, d'une façon générale. On sait que les civilisations qui se sont retrouvées sur des terres ingrates, très ingrates, sont des civilisations qui ont excellé dans la connaissance. Vous prenez Babylone, Bagdad, Venise, Pétra. Aujourd'hui, c'est pas un hasard si les leaders mondiaux dans l'irrigation sont en Israël, puisqu'il y a très peu de ressources aquifères là-bas. La pression géologique, la Corée connaît très bien ça aussi. La pression géographique a tendance le manque à forcer. est une source d'innovation. Voilà, le manque est une source d'innovation. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'agriculture maritime. Idrissa Berkane, je vous laisse désannoncer cette musique et nous expliquer ce que c'était. Télépop musique, l'incertitude d'Heisenberg, aussi appelée Mathematics, parce qu'au début les gens comprenaient pas ce titre. C'est une musique hommage à l'immense découverte de Werner Heisenberg en physique quantique, selon laquelle il existe une incertitude absolue et fondamentale dans la position d'une particule dans l'espace, quels que soient nos instruments de mesure. C'est la musique que j'écoutais quand j'étais étudiant à Orsay. Elle a bercé toutes mes études, cette musique, et je la trouvais d'une grande poésie parce qu'elle donnait à une notion scientifique très absconse, l'incertitude d'Heisenberg, c'est pas un truc que tout le monde visualise, une sorte de grande poésie. Donc merci de l'avoir choisi. Vous voyez, quand vous en parlez, vous avez la même voix que la voix FIP. Que la voix FIP, ouais. il faut que nos chers auditeurs sachent que mademoiselle m'a fait marcher en me faisant croire qu'elle était la véritable voix FIP. Et moi, j'étais ce n'est pas la voix FIP. Ce n'est pas la voix FIP, voilà. Vous avez baissé dans mon estime. Jacques Attali, revenons sur notre sujet. Non, mais on n'en est pas sorti parce que la nourriture, c'est aussi de la poésie et ça n'est véritablement quelque chose qui a du sens que si ça a du sens en dehors du fait de nous nourrir matériellement. Ça a un sens, on l'a vu avec d'autres invités, un sens rituel, un sens culturel, un sens social, un sens religieux. Est-ce que ça pourrait un jour n'avoir qu'un sens scientifique, c'est-à-dire être véritablement quelque chose qui nous soit imposé? Je fais une évolution, une sorte de science-fiction utopiste et cauchemardesque. Peut-on imaginer que en fonction de notre état de santé, repéré par différentes techniques, on nous dit c'est ça qu'il faut que vous mangiez, pas plus, pas moins, et pas autre chose, et que on nous surveille par différentes techniques pour qu'on mange ceci et pas cela, et que les compagnies d'assurance ne nous assurent que si on mange ceci ou pas cela. L'intelligence artificielle, le contrôle des données rendra tout ce dont je parle possible à 50 ans d'ici. Est-ce qu'on peut imaginer que ceci devienne une réalité? Idrissa Berkane. Oui, cette dystopie est tout à fait probable, puisqu'aujourd'hui on a le frigo intelligent.
le frigo connecté qui peut passer une commande, qui peut dire à quelqu'un les œufs par exemple, je ne vous les recommande pas, ça peut commencer par ça, c'est je ne vous les recommande pas. Vous avez bien sûr le droit d'en commander, mais moi je vous conseille de ne pas en prendre. Le frigo intelligent est anticipé en tout cas par Samsung et par LG dans leurs études prospectives, comme un futur prescripteur, c'est-à-dire que vraiment bientôt c'est le positionnement, les marques de produits de consommation feront leur publicité ou paieront les frigos intelligents pour les recommander. Comme Google avec les marques, la publicité qui est c'est recommandée à fonction de ce que vous regardez d'habitude. Exactement. C'est-à-dire que vous aurez des listes préétablies de produits à consommer en fonction de votre état de santé, conseillé. etc. Voilà, conseillé. Ce sera conseillé, mais c'est vrai qu'on peut... Marketé. Quand on le est maître mot, prescripteur, c'est celui que vous avez dit, c'est prescripteur. Voilà. Quand on est prescripteur, on peut finalement devenir chef, quoi. Avec aussi le fait que si la compagnie d'assurance vous dit c'est à vos risques et périls, si vous consommez ça, vous ne serez plus couvert par l'assurance, donc vos dépenses de santé ne seront plus couvertes. On peut imaginer que la prescription devienne autoritaire. Et oui, parce que c'est on observe aujourd'hui ce qu'on appelle une sorte de Silicon Valleyisation du monde, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la Silicon Valley a tendance à arriver dans le monde entier à quelques décennies ou années d'intervalle. Et dans la Silicon Valley, c'est ça qu'on voit. Alors est-ce qu'on n'est pas vous n'êtes pas en train de décrire, comme tout bon prospectiviste qui veut se couvrir à l'égard de ce que l'avenir sera, deux avenirs complètement contradictoires. Un avenir d'artefacts et d'intelligence artificielle, où nous saurions que les produits de ce que l'intelligence numérique ou l'intelligence artificielle nous obligera d'être, nous on consommera des produits totalement artificiels et artificialisés, ou à l'inverse, un retour à une nature généreuse, maîtrisée, séduite et séductrice et locale. Où est-ce qu'on trouvera les deux à la fois? Je crois que les futurologues et les prospectivistes aiment bien sortir cette blague en disant la seule prospective que je peux vous faire, c'est qu'il y aura encore des prospectivistes dans 100 ans. Et c'est vrai que je suis tout à fait incapable de savoir précisément. Si je l'étais, en tout cas, je serais déjà en train de boursicoter sur les nouvelles valeurs qui vont là-dessus. L'humanité est toujours faite de tendances opposées. Et c'est ce que Rumi avait bien dit. Rumi avait dit, là c'est quasiment Dieu qui parle, il dit, je t'ai nourri de contraire pour que tu aies deux ailes pour voler. Et l'humanité est toujours constituée de forces opposées. Donc, savoir quelle force va dominer, ça c'est le grand enjeu. Parce que justement, quand je décris ces deux futurs possibles, ce sont deux futurs opposés. Donc un futur où on voit aujourd'hui par exemple dans la Silicon Valley des épiceries bio, etc., où on cherche la pomme avec un défaut, où c'est très bien vu d'avoir un panier où la pomme a un petit coup de bec de l'oiseau, etc. Bon. Et donc c'est l'opposé de l'intelligence artificielle, quoi. On recherche de plus en plus la carotte tordue et trucs comme ça, qui ont l'air vraiment de bien sortir du champ, comme au bon vieux temps. Et effectivement, un futur dystopique où avec les montres, qui pourront mesurer notre glycémie, qui pourront mesurer notre tension artérielle, eh bien on aura, boum, la montre qui nous dira stop, ce burger tu le laisses là parce que je ne t'assure plus, ta police d'assurance grimpera si tu le manges. Les deux tendances sont possibles. Je vois que il faut jamais oublier qu'en fait les générations humaines, ce qui fait que on appelle l'adolescence l'âge bête, c'est qu'il y a une sorte de logiciel intrinsèque à l'humanité qui est que la génération N+1 va chercher à s'opposer dans une certaine mesure à la génération N. Sur des détails parfois, sur le choix des musiques, sur le choix des coupes de cheveux, sur le choix des marques j'en sais rien. On a une petite tendance où la génération N+1 essaie de prendre le contre-pied absolu de la génération N, et on le voit dans plein de situations. Par exemple, la génération N+1 pour Internet, elle utilise de plus en plus de mots français pour décrire le monde de l'informatique. Alors que ma génération à moi aime bien sortir des anglicismes comme email. Les nouveaux peuvent dire courriel de temps en temps. C'était censé être un truc de vieux. En fait, ça vient maintenant dans la génération N+1. Ce phénomène fait que je peux pas prédire effectivement s'il y aura pas une sorte d'opposition, de révolution où les gens brûleront leur montre connectée pour dire non, je prendrai de la malbouffe ou je prendrai ce que je veux, un beurre non pasteurisé et un lait non écrémé, parce que c'est mon acte militant vis-à-vis de la génération précédente. Alors, dans les expériences positives, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous imaginez, on a parlé de la mer et de la terre, du monde rural un peu, parlons de la ville. Est-ce que la ville peut être un lieu d'autosuffisance alimentaire et d'autosuffisance équilibrée? Moi, j'aimerais. Ouais. J'aimerais parce que il y a ce mensonge qui vient de la révolution industrielle, qui est un mensonge qui n'a été écrit par personne en particulier, mais que la révolution industrielle nous a laissé. C'est nature ou emploi, il faut choisir.
Ça fait 200 ans qu'on est resté coincé dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et l'exode rural a montré ça. Et l'exode rural, ça fait 150 ans que ça dure. Et on va atteindre donc 75% de la population mondiale qui vivra en ville. Alors ça a plein de conséquences graves. La première, c'est que culturellement, ça déconnecte les gens de la terre. Voilà. Les gens ne sont plus connectés à la terre parce que si plus de 50% de la population mondiale vit en ville, comme c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire que 50% de la population mondiale n'a pas les pieds sur terre, entre guillemets. Voilà. Et ça a des conséquences, bien sûr, culturelles, économiques graves. Puis sociales, parce qu'on sait que les villes sont des lieux de stress, avec une cortisolémie élevée. Le cortisol est l'hormone de stress, par excellence. Et que dans les villes, il y a tout un tas de mécanismes pour essayer de régler ce problème du stress chronique qui a des conséquences de santé publique, dépression, suicide, hypertension artérielle, violence, etc. Donc, avoir des villes, des cités fertiles, comme l'ont dit certains architectes, c'est à mon avis une vertu culturelle, économique, alimentaire. Avoir des cités qui produiront, si ce n'est tout, un peu au moins de leurs aliments, en local. On l'a vu à Détroit, où ça a été une renaissance. La ville de Détroit et toute la zone dans le Michigan a bénéficié du fait de pouvoir faire des marchés des fermiers, comme ils disent là-bas, et de la culture urbaine. Je crois qu'il y a des villes comme Chicago, ou non, peut-être Vancouver, faudrait vérifier, où les terrains municipaux qui ne sont pas utilisés peuvent être convertis en potager. C'est quelle ville ? En jardin ouvrier. En jardin ouvrier. Ça doit être à Vancouver. Il y a d'autres où les toitures végétalisées alimentaires sont encouragées. Donc c'est une tendance intéressante qui date de l'Antiquité, les jardins suspendus de Babylone, même si les jardins suspendus avaient une dimension vivrière, d'après certains archéologues. On peut donc imaginer des cités fertiles, puisque de toute façon, en parallèle, on observe aujourd'hui que la campagne reçoit de plus en plus de services. Alors c'est vrai que c'est malvenu de dire ça quand on voit la période des déserts médicaux, là, avec la France, mais on peut, grâce à Internet, avoir de plus en plus de qualité de service à la campagne. Donc ça pourrait parallèlement réduire l'exode rural. Je pense qu'il faut ramener la terre au cœur des cités, oui. En France, on en est où sur ce point-là ? Alors ça, c'est plutôt Jacques Attali qui doit le savoir mieux que moi, parce que je suis pas du tout un expert des cités fertiles en France. Non, il y a quelques expériences, mais il y a rien de véritablement aussi significatif que ce qui se passe aux États-Unis. Mais il y a des expériences aussi architecturales ou des expériences d'immeubles avec des murs végétalisés. Comme le Quai Branly. D'ailleurs, je crois que ça a été inventé en France. Oui, exactement, mais pas seulement de façon décorative, mais on commence à imaginer même des potagers le long des fenêtres dans des grands immeubles. Est-ce qu'en fait, toute cette notion de mieux se nourrir, de mieux vivre, de mieux être, c'est pas qu'une histoire de riches, finalement, Idrissa Berkane ? Justement, c'est vraiment ça qu'il faut attaquer. Comme je vous le disais, la green economy, c'est tout ce qui est bon pour moi est bon pour l'environnement est cher. Tout ce qui est mauvais pour moi est mauvais pour l'environnement est pas cher. Et cette économie-là, elle est intéressante parce que c'est une première marche, mais elle est insuffisante, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas dire aux pays émergents, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, les gars, il va falloir que vous mangiez plus cher pour la planète, et surtout que vous ne fassiez pas comme nous. Parce que c'est ça le problème quand on se pose en donneur de leçons, c'est que nous, pendant les 30 Glorieuses, on a fait précisément ça. Donc il y a d'autres paradigmes économiques qui ont émergé depuis. Je pense au cradle to cradle. Je pense à... Qu'est-ce que c'est ? Alors le cradle to cradle, c'était l'idée de concevoir un produit du berceau au tombeau, et notamment donc de concevoir sa fin de vie à ce produit, et par exemple que son emballage soit un actif. Alors on voit aujourd'hui des gens qui fabriquent des bouteilles d'eau comestibles. On voit des unités d'eau où l'eau est vendue dans une sorte de petite bulle d'algues qu'on peut manger, qui n'a pas de goût, voilà, qu'on peut consommer. Il y a aussi des gens qui transforment. Vous savez qu'on va manquer de sable aujourd'hui. C'est dingue, le monde va manquer de sable. Il y a une société néo-zélandaise qui propose des machines où vous mettez la bouteille et ça fait du sable. Enfin, ça fait de la poudre de verre, mais qui mélangée, peut donner du sable. Et c'est du sable quasiment. Et donc, on a cette tendance-là. Et bien sûr, il y a l'économie circulaire et la blue economy, les travaux, notamment de comment il s'appelle. La blue economy. La blue economy, c'est Gunther Pauli, mais il y a aussi. Et la blue economy, c'est un monde sans déchets ou ça va au-delà ? C'est un monde sans déchets, clairement. Ça fait comme l'économie circulaire. L'idée est d'envisager un monde sans déchets. La prouesse des gens qui ont travaillé là-dessus, comme Hélène MacArthur, donc a parlé d'économie circulaire aussi, c'est d'avoir une influence culturelle sur la Chine. Ça, je trouve ça très intéressant, parce que vous savez, en Chine, par exemple, l'éducation est une industrie, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là, réglementée, très réglementée. Un étranger débarque pas comme ça pour donner des prescriptions éducatives à la Chine. Et il se trouve que les travaux de Gunther Pauli sont passés au programme obligatoire des écoles maternelles en Chine.
Le type est le nouveau Karl Marx, quoi. Gunther Pauli, homme d'affaires belge. Ouais, qui était tout à fait un industriel belge. Mais je veux dire, il n'est pas seul, quoi. Il y a tout un écosystème. Après, on choisit ceux qu'on préfère. Il y a comment elle s'appelle encore une fois, Hélène MacArthur, et un autre dont le nom m'échappe. Fridtjof. J'ai oublié le nom, Fridtjof quelque chose, qui était un spécialiste de ça aussi. C'est une tendance. Voilà, la tendance est de dire ce qui est bon pour nous et bon pour la planète doit être moins cher. Et c'est possible. C'est surtout ça qu'il faut dire, c'est possible. Parce que tant qu'effectivement le green sera plus cher, eh bien ce sera réservé à une élite et ça ne pourra pas avoir un impact mondial. Oui, on a vu de cette expérience de ceci déjà arrivé avec le téléphone mobile qui s'est développé d'abord dans les pays en développement avant de se développer dans les pays développés. Et les pays en développement ont eu la chance de ne pas avoir de téléphone fixe qui leur a permis d'aller plus vite. Ils ont sauté une étape. De sauter une étape. On pourrait imaginer aussi qu'ils le fassent en matière agroalimentaire. Qu'est-ce que vous donneriez dans les quelques minutes qui nous restent comme conseil, comme prescription à ceux qui nous écoutent en termes de comportement? Qu'est-ce que eux peuvent faire pour participer, autrement qu'en spectateur, à un monde meilleur? Idriss Aberkane. Alors, ce que j'ai écrit dans mon livre, qui est plutôt sur le cerveau, c'est que notre cerveau est comme un smartphone, quoi, comme un téléphone mobile. Il a des applications qui tournent. Certaines applications viennent du constructeur, c'est-à-dire qu'on a des applications à la naissance, par exemple la peur d'être abandonné, c'est une application qui est à la naissance. Et puis il y a d'autres applications qui ont été installées par nos parents, et par notre environnement, par nos professeurs, par nos pères, PAIR. Et la meilleure façon de vivre libre, c'est d'être capable de désinstaller une application. Et c'est valable aussi pour nos habitudes alimentaires. La différence entre un téléphone et notre cerveau, c'est qu'un téléphone, il vous montre les applications. Vous avez la liste, c'est très bien fait, un téléphone, vous pouvez choisir quelle application vous enlevez et quelle application vous installez. Mais pour notre cerveau, on ne voit pas la liste. On ne voit absolument pas la liste de nos habitudes, de nos usages. Et pourtant, un monde fantastique s'ouvrirait à nous, si on était capable de désinstaller certaines de nos habitudes alimentaires et d'en installer d'autres qui sont encore meilleures. Pour conclure, moi je vous renvoie aux excellents travaux d'Alain Passard. Alain Passard est chef 3 étoiles à Paris. C'est le chef de l'Arpège, mais ses modes de production agricole et ses recommandations de consommation sont extraordinaires. Et je pense que ce monsieur devrait être au ministère de l'Agriculture. Donc je ne vous déflore pas le sujet, je vous laisse regarder ce que fait le brillantissime Alain Passard et la façon dont il envisage la production et la consommation et comment il l'a fait dans sa vie personnelle, c'est-à-dire comment il a désinstallé dans sa tête les vieilles habitudes qu'il avait. Si tout le monde faisait comme lui, le monde serait transformé. Ça voudrait dire que les savoirs pourraient prendre le dessus sur les saveurs ? Ils le font déjà. Mais merci pour cette belle formule. Merci Idriss Aberkane. Je rappelle le titre de votre livre, Libérer votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société. C'est paru chez Robert Laffont. Merci. C'était Le Sens des choses, à la réalisation Doria Zénine, à la technique cet après-midi Célia Dufour. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à notre invité. Vous pourrez également réécouter ou podcaster ces émissions. Et pour ceux enfin qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@atali.com. Merci de votre fidélité, très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.